Bonjour. Avant de nous lancer dans cette série sur la trahison militaire française, mettons clairement les choses au point. D'abord, nous aurons deux axes de réflexion. Premièrement, celui apporté par la version officielle, qu'il me plaît d'appeler la version conte de fées. Deuxièmement, la version basée sur les nouvelles archives de la bataille de France, ouverte en l'an 2000. Je rappelle en effet que la version officielle a été entièrement basée sur les archives allemandes et les témoignages des généraux putschistes de Vichy. En d'autres termes, uniquement par les complices de cette trahison, puisque les Allemands ne pouvaient en aucun cas ignorer que leurs amis français allaient leur ouvrir les portes. Partant de ces données, nous les comparerons tout au long de cette enquête. Vous pourrez ainsi constater que tout, absolument tout, est faux dans la version officielle, qu'aucun des éléments fondamentaux qu'elle fournit n'est correct. Ce qui est parfaitement compréhensible, car lorsqu'on veut mentir concernant un sujet aussi vaste, il faut mentir sur tous les principaux sujets. Voyons cela plus en détail. Les 5 grands piliers de la version officielle sont la toute-puissance de l'économie du Reich, qui aurait, par un premier miracle, été subitement rétablie à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Deuxième point, la supériorité de l'armée allemande, qui aurait aligné une armée bien plus puissante que celle des Alliés. Et nous verrons, archive à l'appui, que concernant ces deux points, la vérité est rigoureusement contraire. Troisième point, l'ignorance dans laquelle se seraient trouvés tous les états-majors alliés quant au plan Manstein et la date de l'attaque allemande. Nous verrons en effet qu'ils furent parfaitement renseignés de tous les détails de ce plan dès février 1940. Quatrième point, le miracle de la Meuse, qui aurait permis au groupe d'armée du général von Kleist de franchir le fleuve à Sedan et Givet, alors que tous les ponts avaient été coupés et que de nombreuses divisions blindées et des milliers de canons l'attendaient pour lui interdire le passage. Cinquième point, l'excellence de l'audacieux plan Manstein qui aurait totalement dépassé les vieux généraux alliés, apparemment tous atteints de gâtisme. En comptant sur la vitesse de ces panzers pour encercler les troupes alliées en Belgique, avant même que les généraux alliés comprennent ce qui leur arrive. Enfin qu'une série de miracles incompréhensibles permirent à quelques généraux frondeurs, défiant même leur fureur, de se lancer vers la côte pour aller encercler les troupes alliées en Belgique avec 15 jours d'essence et de munitions. Et nous verrons là encore que cette série de miracles qui allait leur permettre de franchir d'autres fleuves jusqu'à Dunkerque, en découvrant comme par hasard partout devant eux des ponts non détruits, de ne jamais ou presque livrer de bataille sérieuse, enfin d'obtenir très rapidement la reddition des troupes françaises, ne fut que le résultat d'une très longue suite de trahisons. Des trahisons exécutées par quelques généraux de très haut rang, commandants des armées ou des divisions, une 5e colonne française sur le terrain, et enfin le général Georges, commandant en chef sur le front du Nord-Est, qui couvrit ces trahisons de son autorité et les dissimula aux yeux de son supérieur, le général Gamelin, commandant en chef des armées alliées. Un mensonge donc portant sur les points les plus importants de la théorie du Blitzkrieg, qui les résume, je le rappelle, par ces quelques mots. La victoire allemande serait en réalité due à 3 facteurs principaux: des hasards incompréhensibles, des erreurs incompréhensibles de la part des Alliés et un non moins incompréhensible individualisme de quelques généraux fonceurs. C'est cette théorie du Blitzkrieg, incompréhensible, que je prétends démonter avec vous. Nous verrons qu'en réalité, ce plan était totalement débile et n'avait pas la moindre chance de réussir, sans une trahison. Ceci précisé, il est temps de rentrer dans le vif du sujet en reprenant un à un les 4 grands piliers du mensonge d'État, à commencer par la toute-puissance
de l'économie du Reich qui aurait, par un premier miracle, été subitement rétablie depuis l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Pour contrer cet argument, nous nous appuierons sur l'excellent ouvrage de 700 pages rédigé par M. Adam Toozy en 2012. Le salaire de la destruction. Une étude très approfondie et parfaitement documentée de 700 pages sur les finances de l'Allemagne entre 1919 et 1945. L'auteur, professeur à la prestigieuse université de Yale, y analyse en détail ce que l'historiographie mondiale a présenté comme un miracle économique avant de conclure que ces images d'une industrie triomphante n'avaient servi qu'à alimenter le mythe. Voyons donc, pour bien commencer, dans quel état se trouvait l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1919, par le traité de Versailles, l'Allemagne se voyait interdire de réarmer. Toutes ses usines devaient être transformées pour produire du matériel civil. Et son armée était réduite à 100 000 hommes, quelques pièces d'artillerie, aucun avion, aucun char. De plus, elle perdait ses colonies, enjeu majeur, dont les ressources lui avaient permis d'envisager une guerre contre les deux empires dominants. Donc, adieu au Togo, au Rwanda, au Cameroun, à l'or et au diamant du Tanganyika et de la Namibie, au comptoir du Libéria, de Chine, du Pacifique et d'Océanie. Autre amputation majeure, certains territoires allemands attribués aux pays vainqueurs, l'Alsace-Lorraine bien sûr, mais également la Posnanie, la moitié de la Prusse orientale et un tiers de la Silésie, Danzig et Memel déclarés ville ouverte, etc. Et nous notons que tous ces territoires augmenteront d'autant les capacités industrielles et financières des Alliés. D'autant que l'autre grand vaincu, l'Empire ottoman, se verra lui aussi dessaisi de nombreux territoires. Ainsi, en 1919, les immenses revenus ayant alimenté l'expansion du pays à la fin du XIXe siècle n'existent plus. Il subsiste bien quelques mines de fer, mais de piètre qualité. Celle de Lorraine, qui avait permis à M. Krupp de construire ces beaux canons en 1914, ont été reprises par la France. En outre, l'Allemagne ne possède pas assez de mines de charbon de bonne qualité pour faire fonctionner ses hauts fourneaux, et la plupart des autres minerais lui font cruellement défaut. Autre déficit majeur, le traité de Versailles lui a confisqué ses brevets. Elle ne peut donc plus produire librement le matériel civil dont elle a besoin, encore moins un quelconque matériel de guerre. En résumé, dans les années d'entre-deux-guerres, l'industrie allemande est totalement dépendante de ses importations comme de la possibilité d'acheter les brevets. Et pour les payer, elle a besoin de devises. Or, le gouvernement de la République de Weimar, outre le poids des réparations, et malgré l'embellie des années 1926-1928, n'a jamais pu se remettre des conséquences du crash boursier de 1929. Son économie, intimement liée à celle de ses principaux marchés à l'exportation, la Grande-Bretagne et les États-Unis, a subi, comme ses clients, la crise de plein fouet. Et les industriels allemands, dans ce climat de récession, ne peuvent trouver de débouchés. Ce qui va favoriser l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 1933. Politiquement, la situation de l'Allemagne dans les années 20 est le reflet de ses difficultés économiques. Nous y reviendrons plus en détail dans les séries concernant la lutte des empires et le leurre des idéologies. Retenons donc pour l'instant ce que chacun sait. Toute la période des années 1920 en Allemagne fut marquée par des luttes politiques incessantes, opposant le plus souvent les communistes aux nationalistes et aux nazis, ce qui ne pouvait pas avantager l'économie. Puis Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933 et les luttes sociales et politiques cessent comme par miracle. En réalité, les opposants sont emprisonnés et la police politique fait taire les oppositions.
La question est donc, comment, dans un tel contexte de crise mondiale, le nouveau chancelier Hitler a-t-il bien pu, en 6 ans seulement, redresser économiquement son pays au point de mettre militairement à genoux les plus grandes puissances européennes? De toute évidence, il faudrait un véritable miracle pour résoudre cette équation. Un miracle que les historiens se sont employés à crédibiliser en prétendant que le dictateur aurait pu redynamiser l'économie en cartélisant les industries majeures et en orientant le pays vers une économie de guerre. Or, M. Touzy montre bien que ces usines d'armement fonctionnant en économie fermée ne produisaient que pour l'État, ce qui réduisait d'autant les exportations. En conséquence, les devises n'entraient pas et les impôts se retrouvaient réduits en proportion. Vous avez derrière moi quelques conclusions que tire cet excellent économiste et les témoignages du général Thomas, grand intendant de l'armée allemande, et celui de Walter Funk, ministre des Finances du Troisième Reich. Au cas où les ouvrages des économistes vous rebuteraient, il devrait suffire à vous convaincre. Quant à la fameuse politique d'autosuffisance censée tout expliquer, elle se heurte exactement au même problème. En effet, en ne produisant que pour elle-même, l'Allemagne n'engrangeait aucune devise, elle ne pouvait donc acheter à l'étranger les matières premières de base dont elle avait besoin pour reconstruire une armée. Ce qui amène la seconde question. Que cache ce prétendu miracle, si vanté par tous les historiens politiquement corrects? Disons-le tout de suite. Tout simplement, les investissements massifs des industries américaines et britanniques dans toute la période de l'entre-deux-guerres. Ce sont ces grands trusts anglo-saxons qui vont construire la belle armée d'Hitler à grands coups de millions et en lui offrant la technologie et les brevets dont il aura besoin. Nous verrons cela plus en détail dans les séries traitant de l'Empire américain et de l'Europe des cartels. Nous pouvons donc conclure sur ce premier pilier du culte officiel qu'aurait été la puissance de l'industrie allemande, avec cet autre témoignage très oublié des amateurs de thèses miraculeuses, rédigé par le général Sérigny, économiste reconnu et conseiller du gouvernement français dans les années l'entre-deux-guerres. Il concerne les réelles capacités de l'industrie allemande en 1939. Vous y constatez que ni l'excuse d'un apport essentiel en provenance de Russie, ni celle des fameuses autoroutes censées permettre un déplacement rapide des troupes et des marchandises d'un point à l'autre du pays ne tiennent. Et ceci, tout le monde le savait dans les années 1930, puisque les études du général Sérigny déterminaient la politique de la France en matière de réarmement. Ainsi, la troisième question est: par quel autre miracle les théoriciens du Blitzkrieg ont-ils préféré suivre les propagandistes nazis des années 30 pour affirmer que l'Allemagne était un géant économique au lieu de s'en tenir aux simples chiffres et statistiques? Quant à l'efficacité de ce réarmement précipité, elle est, là encore, très loin de ce que prétend le conte de fées officiel. Pour illustrer la faiblesse de l'armée allemande, quelques chiffres suffiront. Nous les devons à M. Karl-Heinz Frieser, l'un des historiens les plus reconnus pour ce qui concerne la bataille de France. Ils sont aujourd'hui admis par tous les historiens. Et vous constatez que, exception faite du nombre de divisions, l'armée allemande était environ 2 fois moins puissante que les armées alliées. Si l'on ajoute à cette réalité le fait reconnu de tous les historiens que les chars français et britanniques, avec leur blindage de 60 et 80 mm, étaient supérieurs en qualité au Panzer allemand, et que cette armée de façade ne pouvait compter au moment d'affronter les armées alliées en mai 1940 que sur 1 mois d'approvisionnement en essence et munitions, on comprend que M. Frieser ait estimé que la victoire allemande ait été incompréhensible. Ainsi,
puisqu'il est temps de conclure sur ces deux piliers du culte que sont la puissance de l'économie allemande, qui aurait expliqué celle de son armée, je vous rassure. Toutes ces données sont aujourd'hui parfaitement admises. Le mythe d'une armée allemande plus puissante a bien été supprimé des livres d'histoire. Par contre, et c'est bien ce qui étonne, sans jamais remettre en question pour autant la théorie du Blitzkrieg. Et pourtant, bien d'autres éléments auraient pu les inciter à réviser cette théorie. Ce que je vous invite à découvrir dans les autres films de cette série consacrée à la trahison militaire. Donc, à bientôt, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.